Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est ma troisième année consécutive de faire la journée du cloud. Et voilà, comme tous les ans, c'est un vrai honneur pour moi de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et de parler technologie, de parler people, process avec vous à l'ère du cloud et de l'IA. Donc, je m'appelle Mohamedou Yakoubou. Je suis senior manager des solutions architectes chez AWS et ça fait euh, presque 6 ans que je travaille pour AWS, hein. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de la technique dans le détail. Au contraire, on aime souvent dire chez AWS lorsqu'il y a des nouvelles technologies ou une nouvelle façon d'aborder ou d'adopter ces technologies au sein des entreprises, c'est sur les aspects people, process et technologie. Donc aujourd'hui, je vais mettre un peu plus l'accent sur les aspects people et process. Donc, la technologie, on sait que l'IA générative est une technologie super séduisante, mais très peu d'entreprises aujourd'hui sont prêtes à gérer les aspects people et process pour adopter cette technologie à l'échelle et vraiment l'utiliser dans leur ADN pour transformer leur process et leur business au quotidien. Donc, depuis 2023-2024, on a eu beaucoup d'entreprises qui se sont posées pas mal de questions sur ce que c'est que l'IA générative. Est-ce que c'est une technologie qui est sécurisée? Où commencer? C'est quoi un LLM? C'est quoi le prompt engineering? Et donc, elles ont commencé à tester. Certaines ont même parfois eu à mettre certains use cases en production. Mais en 2025, nous espérons effectivement qu'on aura plus de use cases au sein de ces entreprises qui seront délivrés en production, toujours avec l'esprit de targeter l'amélioration de la business value. Donc, on délivre quelque chose pour améliorer l'expérience utilisateur, pour améliorer la façon avec laquelle on interagit avec les applications ou être un peu plus efficace, hein. Et donc, on a des clients qui se posent la question maintenant de savoir comment est-ce qu'on transforme l'ensemble de l'organisation, toutes les lignes métiers. Comment est-ce qu'on utilise les agents? On a parlé d'IA générative, maintenant on parle beaucoup plus d'agentic AI. Donc, immédiatement, les questions de passage en production et de mise à l'échelle se posent, hein. Comment mettre à l'échelle et en production des applications qui utilisent l'IA générative alors même qu'on ne comprend pas complètement la problématique, hein, ce qu'on cherche à résoudre. Et puis, c'est pas une problématique nouvelle, en fait. On a eu avec toutes les révolutions technologiques qui sont arrivées, on a toujours eu des organisations qui se sont posées la question de savoir comment mettre à l'échelle leurs applications de façon euh, rentable, donc maîtriser les coûts de façon sécurisée, de façon performante et de façon aussi résiliente en production. Mais on le sait, donc la mise à l'échelle, généralement, casse les choses, hein. Sauf si les entreprises sont préparées. Et il y a 20 ans, typiquement, lorsque la vague du digital a commencé, on a vu les entreprises qui se sont posées la question de savoir comment déployer toutes leurs applications qu'elles développent, comment les développer, comment les déployer, comment les sécuriser. Et le cloud est venu résoudre ce problème spécifique du passage vers le digital. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous comment la même discipline et le même mindset qui a fait d'AWS aujourd'hui le leader du cloud permettra aussi aux entreprises de déployer à l'échelle l'IA générative. Et on a donc subdivisé cette approche en 6 catégories, ce qu'on appelle le Learn, Build, Establish, Lead, Act and Go. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser sur chacun des piliers et jusqu'à la fin, on n'est pas obligé de prendre ces piliers dans cet ordre-là, mais il faut savoir que ces piliers existent et il faut les appliquer pour être sûr des scales l'IA générative dans votre entreprise. Donc, sans plus tarder, regardons le premier pilier qui est en fait euh, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est comment la technologie l'IA générative peut impacter mon business, peut impacter mon organisation, quelles sont les opportunités que j'ai, quels sont les challenges et comment est-ce que l'IA générative peut venir informer ces cas d'utilisation et venir changer la façon avec laquelle on délivre ces cas d'utilisation. Donc, on a vu pas mal d'entreprises aujourd'hui qui accélèrent, qui sont en phase de la transformation digitale, qui ont décidé d'accélérer un peu plus cette transformation à cause de l'IA générative. Mais très peu, donc à peu près 9%, ont vraiment su utiliser cette technologie comme un game changer. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, sont en train de complètement battre la compétition parce que oui, on le sait, c'est des chiffres de 2023, mais je suis quasiment certain qu'en 2024, c'est à peu près pareil.
la technologie est la première cause de changement. Et donc, utiliser cette technologie à bon escient est super important. Mais on ne s'attendait pas aussi à voir le talent comme la deuxième cause de changement au sein des entreprises. Donc, la technologie, c'est bien. Il faut aussi les people et il faut encadrer les process pour que cette technologie soit utilisée à bon escient. Donc, la première recommandation, c'est explorer les cas d'utilisation. Il faut passer du temps pour comprendre quels sont les vrais challenges, quelles sont les opportunités et comment est-ce que vous pouvez les identifier et commencer à rapidement les tester pour générer de la valeur business. Et il y a deux types de cas d'utilisation. Il y a des cas d'utilisation côté front-end, c'est-à-dire qui sont en contact avec le client. Donc, ça permet de transformer l'expérience client, de générer de nouvelles features et de nouveaux produits pour les clients finaux, ou les cas d'utilisation de type back-office qui sont beaucoup plus focus sur la réduction de coûts, sur l'augmentation de la productivité, et mettre un peu plus d'efficacité dans le day-to-day, la façon avec laquelle on travaille au jour le jour. Et donc en production, généralement, ça permet de créer de nouvelles expériences. Donc on crée de nouvelles façons innovatives d'engager avec le client. Par exemple, avec le use case que vous allez voir tout à l'heure, comment on augmente la productivité en changeant complètement les process dans l'ensemble des lignes métiers. Donc, imaginez par exemple dans le manufacturing ou les chaînes de production, comment l'IA génératif peut impacter chaque étape du processus de création de la valeur. Ça peut être des véhicules, ça peut être des matériaux, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ou la génération de l'insight, par exemple. Imaginez que vous avez votre propre assistant et qui connaît tout ce qui se passe dans votre entreprise, qui a la connaissance de l'ensemble des éléments de votre entreprise et qui peut vous aider au quotidien. Et enfin, on voit aussi des impacts sur la créativité elle-même, comment on génère de nouveaux contenus, comment on fait de nouveaux designs. Donc, tous ces éléments-là, on le voit en production qui peuvent utiliser effectivement l'IA générative. Chez Amazon, on n'est pas en reste. Hein. On a créé justement l'assistant qui s'appelle Rufus. Si vous utilisez l'application, vous pouvez voir en fait Rufus qui apparaît et qui vous aide en fait à faire des choix d'achat. C'est-à-dire, vous pouvez poser la question sur la comparaison entre deux outils ou deux, par exemple, là pour le coup, en l'occurrence, c'est des machines à café. Cette machine à café a plus de 1800 revues, donc vous n'allez pas parcourir toutes ces revues. Donc, Rufus peut extraire en fait et catégoriser l'ensemble de ces feedbacks-là et vous aider à mieux comprendre ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien sur le produit. Donc, le but est d'accélérer et d'aider continuellement le client à faire des choix d'achat. D'autres clients ne sont pas en reste. Ici, on a vu Adidas qui a utilisé plus de 150 000 designs de leurs chaussures pour entraîner leur modèle d'IA générative et qui leur permet justement d'accélérer le design de nouvelles chaussures. Ça peut être de la création, la création pure et dure, hein, complètement out of the box ou l'amélioration de l'existant. On a vu d'autres entreprises, mais là, c'est un cas d'utilisation assez classique, hein, comment ils utilisent l'IA générative pour accélérer la génération de code. Et ils ont vu une amélioration, en tout cas pour le cas de BT Group, une amélioration du taux d'acceptation du code qui a grimpé de 37% grâce à l'IA générative. Donc, le maître mot, c'est que il faut chercher l'efficacité et la productivité où elle se trouve. Faire en sorte qu'on ait des savings, hein, donc mettre de réduire les coûts qu'on investit pour créer ou pour manager au quotidien et utiliser ces coûts-là pour créer de la disruption dans votre domaine. Alors, vous pouvez aller sur aiexplorer.aws.amazon.com pour voir un peu dans votre domaine, votre industrie, qu'est-ce qui est possible de faire et pour vous aider aussi à réinventer un peu votre domaine. Donc, voilà, sur la partie learn, c'est plus de curiosité, comprendre comment l'IA générative peut impacter, identifier ces use cases-là. Et maintenant, il ne suffit pas de les identifier, il faut aussi les construire, il faut créer ces cas d'utilisation, il faut rapidement les tester et voir ce que ça produit en termes de valeur business. Et là, la première recommandation qu'on donne, c'est utiliser les bons outils et penser à la scalabilité dès le départ. On a vu beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans la création d'époque. Hein. L'époque, c'est bien, ça permet d'apprendre rapidement, de tester rapidement, mais au moment de mettre ces applications en production, on voit apparaître les problèmes
justement de sécurité, de scalabilité, de performance, qui sont des problèmes qui n'ont pas été pris en compte dès le départ avec les outils que ces entreprises ont utilisés pour faire leur propre. C'est pour ça que chez AWS, on s'est focalisé en fait sur des features et des produits qui sont différenciants et innovants et qui adressent des topics particuliers, notamment le sujet de confiance. Pour nous, la sécurité, c'est la priorité numéro un. Donc, on veut mettre dans la main de nos utilisateurs des outils qui leur permettent de créer leurs applications et d'y mettre la sécurité by design, que ce soit les compliance ou la protection de la donnée. On veut donner aussi la possibilité aux entreprises d'avoir le choix sur les outils, que ce soit sur les modèles, sur les outils de guardrail, sur les outils de knowledge base. Les entreprises doivent être libres de choisir ce qu'elles veulent. On a mis la simplicité d'utilisation au cœur de nos outils. Et enfin, last but not least, ici, c'est le fait de délivrer de la valeur. Donc, tout ce qu'on fait, on ne le fait pas parce que c'est technologiquement cool, en fait. On adore tous la technologie, mais on cherche à délivrer à la fin une valeur métier. Et donc, lorsqu'on a discuté avec beaucoup de nos clients, on s'est rendu compte qu'il y a des clients qui veulent eux-mêmes développer leur propre modèle. Hein. Il y en a d'autres qui veulent utiliser les modèles qui sont développés par d'autres entreprises. Et enfin, on a aussi vu les clients qui veulent juste améliorer la façon avec laquelle ils font des opérations au quotidien. Donc, nous, notre stratégie permet d'adresser ces trois types de personas et les aider à avoir du choix et accélérer le delivery de leur use case tout en prenant en compte la scalabilité, la performance et la maîtrise des coûts. Donc, vous pouvez aussi assez rapidement tester vos cas d'utilisation. Hein. Je pense que vous connaissez l'application PartyRock. Vous pouvez y aller, essayer de choisir vos modèles, choisir vos prompts, essayer de tester rapidement comment vous pouvez générer de la valeur. La deuxième recommandation dans la partie build, c'est de trouver l'équilibre. C'est la notion de trade-off a toujours été un gros problème pour les entreprises. Dans les projets traditionnels, généralement, le trade-off se fait entre le scope qu'on va délivrer ou le temps ou la qualité, peu importe. Donc, on a vu en fait naître beaucoup de façons de gérer les projets, notamment les projets agiles, où généralement on fixe la durée, donc les sprints qui durent 2 semaines, et on remplit les backlogs pour que ça supporte ces 2 semaines. Donc, on fait du trade-off sur les features qu'on veut mettre et on est strict sur le délai de livraison. Eh bien, c'est exactement pareil avec l'IA générative. C'est une question d'équilibre, mais l'équilibre entre trois dimensions, la performance, la précision des modèles et les coûts associés. Bien évidemment, si vous mettez de l'énergie sur un pilier ou une dimension, ça peut effectivement impacter l'autre dimension. Il faut le savoir. Et donc, généralement, les entreprises réduisent en fait la performance d'un modèle à la vitesse de réponse de ce modèle-là. Mais ça va bien au-delà. Il y a aussi la notion de précision. Il y a la taille des inputs que ce modèle peut recevoir et aussi la taille des réponses qui peuvent être générées. Le contexte, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau le modèle peut garder en mémoire les interactions. Et donc, ces éléments sont importants à prendre en compte lorsqu'il faut trouver l'équilibre. Bien évidemment, dans la vie réelle, on souhaiterait maximiser les trois options. Mais dans la pratique, c'est quasiment impossible en fait. Donc, il faut trouver par cas d'utilisation ce qui vous intéresse le plus. Par exemple, si vous développez des applications où c'est un petit service de type chatbot pour les clients, ce qui est important, c'est la vitesse de réponse. Hein. Et donc, vous pouvez minimiser la précision et les coûts, mais maximiser la performance. Et ce n'est pas le cas typiquement lorsqu'il s'agit par exemple, de faire le résumé des documents légaux. Et ça, on a besoin de plus de précision. Et donc, on va choisir un modèle qui nous fournit de la précision, mais on accepte d'avoir un impact sur la performance et un impact sur les coûts. Donc, il faut savoir le niveau de trade-off. Et donc, en réalité, ce que les entreprises font, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez identifié votre cas d'utilisation, vous avez votre équipe, vous commencez à tester et à itérer. Donc, vous sélectionnez vos modèles. Parfois, vous pouvez faire du RAG, vous pouvez améliorer vos prompts. Vous comparez le résultat par rapport à vos KPI. Si cela vous convient, vous créez ce business case et vous préparez en fait l'application pour la production. Dans le cas contraire, vous vous mettez en cycle d'itération. Et ça, c'est connu en fait dans AIML depuis le départ. Et donc, si on fait un focus donc sur cet aspect coût, il faut comprendre aussi que vous avez des leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour réduire les coûts. Donc, le premier levier, c'est les types de modèles. Donc, il y a des modèles qui sont
hyper gros, des modèles qui sont experts dans le raisonnement. Il y a d'autres modèles qui sont adaptés pour la vitesse, hein. Donc, en fonction de vos cas d'utilisation, choisissez le bon modèle. Il y a des entreprises qui optimisent le prompt engineering pour faire en sorte que les modèles répondent de façon spécifique à leurs questions et donc réduit en gros le contexte en entrée et en sortie et donc réduit le coût au final. Et le dernier élément, c'est la partie RAG ou fine-tuning. Donc les entreprises acceptent parfois de mettre le paquet dès le départ pour fine-tuner les modèles. Ça peut être assez rapide hein, avec Bedrock, hein, mais avoir un résultat qui est tel que le modèle connaît bien leur domaine et peut répondre de façon rapide avec un contexte aussi super précis pour réduire les coûts. Donc, voilà, c'est une question de trade-off. Utiliser les piliers pour continuer à réduire les coûts. Donc, voilà ce qui se passe sur la partie build. Maintenant, regardons le troisième pilier qui est le pilier establish, hein. Il faut savoir que la data est au centre de tout. Et ça aussi, on le connaît depuis le départ hein, avec AIML et autres types d'analyses liées à la data. On a même utilisé souvent les termes comme garbage in, garbage out. Donc, vous ne mettez pas la bonne donnée en entrée, soyez sûr que vous n'aurez pas le bon résultat en sortie. Ça s'applique aussi exactement de la même façon quand il s'agit de l'IA générative, en particulier si on fait du RAG ou si on fait du fine-tuning ou du continuous pre-training de nos modèles. Parce que pourquoi c'est important? Il y a des entreprises qui se focalisent très souvent sur la technologie. On ne voit que la partie visible de l'iceberg. La technologie est bien, l'IA générative, ça marche dans l'application. Mais en réalité, il y a une partie non visible qui consiste à construire une stratégie de data et avoir des assets stratégiques liés à la data pour s'assurer en fait que le modèle délivre de la valeur. Parce qu'encore une fois, on cherche à délivrer de la valeur. Si vous faites un modèle ou une application qui ne sert pas à vos clients, soyez sûr que le client ne va pas les utiliser. Donc, les fondations qui sont la partie data sont très importantes lorsqu'il s'agit de développer des applications qui incluent l'IA générative. Et donc, quand je parle des fondations de data, je parle de toute la landscape de la capacité à aller récupérer de la donnée où qu'elle se trouve, hein, dans les bases de données opérationnelles, dans les usines de manufacturing ou chez les partenaires supply chain. Il faut pouvoir collecter la donnée, traiter la donnée, créer les produits associés à la donnée, créer du lineage, de la qualité associée à la donnée, et pour faire en sorte que les gens utilisent de façon sécurisée en fait cette donnée. Et donc, la première recommandation, c'est créer vos tenets. La notion de tenet peut être complexe à comprendre, mais en fait, c'est assez simple, hein. Lorsque vous êtes face à une décision qu'il faut que vous preniez, généralement, il vous faut des éléments sur lesquels vous allez vous appuyer pour prendre votre décision. Il y a des datas que vous avez. Après, si les datas sont conflictuelles avec ce que vous voyez, vous pouvez vous appuyer sur les tenets pour guider votre choix, hein. Nous, on a plein de tenets où on a aussi d'autres types de sortes de tenets comme les leadership principles chez AWS, mais chaque équipe peut avoir ces tenets qui permettent de guider leur prise de décision à l'échelle. Et donc, établissez les tenets quand il s'agit de la data, partagez ces tenets avec l'ensemble de l'entreprise pour qu'on comprenne à quoi vont servir ces données. Parce que ce qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises, c'est que généralement, les données sont fermées à double tour, hein. On les lock, c'est super important de protéger la donnée, de sécuriser la donnée, je peux l'entendre, mais d'un autre côté, ça peut limiter l'innovation. Donc, on doit se mettre dans un mindset où, comme les entreprises modernes, hein, se poser la question de savoir est-ce que je ne partagerai pas, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas partager cette donnée? Au lieu de dire je ne devrais pas partager cette donnée. Donc, on change le mindset shift pour que ce soit un peu plus positif et se dire dès le départ, une donnée, lorsque je l'ai, elle a vocation à être partagée, au lieu de se dire est-ce que il faut une étude hein, vraiment avancée pour savoir si je dois partager X, Y, Z données avec X, Y line of business. Donc, ça, c'est un exemple de tenet que vous pouvez utiliser. Deux tenets qui sont super importants pour moi, le govern by enabling, not restricting, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on enable les gens pour qu'ils puissent browser les data products, souscrire à ces produits et qu'on leur donne accès assez rapidement. Et l'autre tenet qui est important, c'est avoir les datasets qui contiennent en fait des perspectives diverses, parce que ça permet de réduire les biais du modèle. Donc, si le modèle est habitué à avoir les mêmes types de données, il est évident que ce modèle-là va vous donner en fait des réponses qui sont
entre guillemets, biaisés qui vont dans le sens de la donnée que ce modèle a pris le temps de voir et de comprendre. Donc, il faut balancer les données pour s'assurer que le résultat final est sans biais ou en tout cas réduit au maximum la notion de biais et d'hallucination aussi. La deuxième recommandation, c'est il faut se mettre dans un mindset de faire les choses de façon itérative. Donc, on a vu des entreprises qui ont préféré attendre d'avoir une data platform qui est établie avec des choses, des étapes automatisées avant d'utiliser la donnée. Donc, la mise en place d'une data platform, ça peut prendre énormément de temps. Et si ça prend du temps, bah, ça ne vous permettra pas de tester rapidement en fait l'IA générative. Donc, laissez-vous guider par la valeur et n'attendez pas que tout soit bon, tout soit prêt pour commencer à mettre au service en fait les données que vous avez. Par exemple, vous pouvez, si vous voulez improve un processus lié à de la supply chain, si vous n'avez pas la donnée, demandez-vous où se trouve la donnée, allez la chercher, traitez la donnée et commencez immédiatement à construire votre cas d'utilisation. Et au fil du temps, vous pouvez donc identifier les capabilities qui sont cross sur l'ensemble des lignes métiers, prendre ces capabilities et puis les mettre dans la data platform au fur et à mesure pour enrichir en fait votre capacité à découvrir la donnée à l'échelle de l'organisation. Donc, la donnée est fondamentale lorsqu'on essaie de faire de l'IA générative. Le quatrième pilier, euh, c'est un pilier super intéressant, je trouve, de ma perspective. Hein. C'est comment changer la façon avec laquelle on pense nos processus métiers, on pense nos cas d'utilisation, le fonctionnement de notre business pour intégrer dès le départ l'IA générative en fait. Et donc c'est là on va au-delà de la technologie. Hein. On veut voir comment les entreprises qui sont successful utilisent l'IA générative au quotidien. Le premier élément qu'il faut noter, c'est que ces entreprises-là considèrent l'IA générative comme un outil. Donc, ce n'est pas un élément pour qui va substituer l'humain. Donc, l'humain est toujours au centre des activités qui sont des activités liées à la créativité, du problem solving, le développement des relations, soit avec les clients, soit avec d'autres lignes, line of business. Et ça leur donne l'opportunité justement d'identifier les tâches répétitives. Donc, on perd énormément de temps, par exemple, à faire des réunions tout le temps, hein, except des minutes of meetings. Est-ce qu'il n'y a pas des tâches qui sont mondaines, qu'on fait tout le temps, qu'on peut automatiser et les enlever dans notre quotidien pour qu'on puisse se focaliser sur les choses les plus utiles. Et donc, la première recommandation, c'est penser à décomplexifier. C'est-à-dire bien comprendre le travail qu'on fait au quotidien. Et quand je dis le travail qu'on fait au quotidien, ça peut aller très loin. Hein. Ça peut aller sur toucher même les process métiers. Donc, si vous voyez une chaîne de production ou bien une chaîne logistique, il y a des processus qui se font aujourd'hui de façon manuelle ou même semi-automatisée sur lesquels on peut essayer de penser out of the box pour les recréer, pour les mettre au goût du jour, pour que la technologie vienne les automatiser. Donc, il faut les redesigner. Il ne faut pas avoir peur de se poser les questions les plus complexes et aller au-delà de l'optimisation, mais vers l'automatisation et le redesign des process au quotidien. La question ici, c'est de savoir, c'est pas de savoir comment l'IA générative va changer la façon avec laquelle je fais les choses, mais comment l'IA générative va fondamentalement changer mon métier à moi. Hein. Et donc là, pour le coup, j'essaie de comprendre ce que je peux automatiser et de m'adapter par la suite. Et le deuxième élément, c'est quelque chose on a vu aussi auprès de certains de nos clients qui s'inspirent en fait de classique, hein, le CCO Ultime, donc les centres d'excellence cloud. Si vous souvenez, les centres d'excellence cloud sont à l'origine en fait de l'adoption du cloud dans les entreprises et à l'échelle. Donc, c'est cette petite équipe qui construit, par exemple, les landing zones, qui construisent des primitives qui permettent au line of business d'utiliser ces primitives et accélérer les délivrer de leur valeur. Donc, ce CCOI-là est capital parce que elle permet un peu de centraliser et de pousser vers l'adoption à l'échelle. Donc, on a vu des entreprises qui ont créé ce qu'on appelle les Generative AI Center of Excellence avec des approches super centralisées pour développer la stratégie AI, la gouvernance derrière, les plateformes qui font de la recherche et le développement, la gestion des talents et bien évidemment qui
mettre la sécurité et la compliance au centre de cette plateforme, de telle sorte que toutes les autres lignes métiers vont profiter de cette sécurité, de cette compliance. Mais ce n'est pas suffisant parce que même si elle a 100 personnes, 150 personnes, 300 personnes, ce qui est déjà invraisemblable, on ne peut pas scale à l'échelle de l'entreprise en étant centralisé. Donc, il y a des tâches qui doivent être décentralisées, comme la connaissance des business et des process métiers. Ça doit être porté par les lignes métiers. La préparation de la donnée, le développement d'applications, des cas d'utilisation, hein, la gestion du change management et le continuous improvement de ces cas d'utilisation. Donc, vous voyez l'approche, hein, on centralise la plateforme, on met dans la plateforme de l'infrastructure à scale la sécurité, de la compliance et on décentralise sur le développement des use cases pour impacter l'ensemble de l'entreprise. Donc, la troisième recommandation qui est très importante, c'est préparer les people au nouveau rôle, en fait. Ça, c'est super, super critique. Hein. Il y a une citation de Gartner qui dit, en fait, que 80% des jobs sur lesquels nous sommes, jusqu'à un certain point, hein, seront vraiment impactés et le plus rapidement possible. Parfois, ça peut être dramatique. Donc, il faut préparer les gens à ce type de changement. Et pour ça, il faut comprendre quel type de skills on a besoin. Il y a plusieurs types de skills. Je parlais de la créativité et du problem solving, de relationship management. Donc, toutes ces skills-là sont absolument nécessaires. On parle beaucoup de design thinking. Le prompt engineering, c'est devenu un métier. Hein, le critical thinking pour think out of the box, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut prendre un processus existant, on le découpe, hein, on le réinvente, on le file avec la donnée, donc d'où la partie data literacy. Et bien évidemment, pour ce type de technologie, il y a toujours du change management à avoir en tête. Et lorsqu'on se focus sur les aspects purement techniques, hein, on a des choses comme l'évaluation donc sur la partie build et sur la partie ops, hein, c'est construire les applications qui ont l'IA générative, hein, ou même de l'AIML tout simplement, et mettre un peu plus d'ops avec les sujets MLOps, la partie architecture pour faire que ça scale et l'éthique et la gouvernance de façon centralisée. Donc, c'est des skills qu'il faut avoir pour préparer pour les nouveaux rôles. Et il y a plusieurs façons de voir la chose. Hein. Il y a des entreprises qui recrutent de nouvelles personnes, donc c'est bien, mais il faut prendre en compte le temps de monter en compétences. Et il y a d'autres entreprises, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont en train de upskill ou reskill leur people, c'est-à-dire on leur fait faire des trainings dans ce domaine-là, on leur fait comprendre qu'il y a de nouveaux rôles, de nouvelles façons de voir les choses. Hein. Donc ça, c'est super important. Et il y a un de nos clients qui a dit que ce qui est important pour créer la culture de AI readiness, c'est le mindset shift. Donc ça, c'est un élément fondamental en fait dans une entreprise. Et on a regardé un peu sur les entreprises qui sont successful. Il y a des qualités que ces entreprises exhibent au quotidien. Donc, il y a trois qualités. L'adaptabilité, il faut être capable de sortir de son domaine de confort. Il y a la curiosité, être curieux, continuer à avoir les yeux qui brillent avec ces nouvelles technologies et ne pas s'arrêter là. Donc, il y a 1 an et demi, on parlait de l'IA générative. Aujourd'hui, on parle de l'agentic AI. Et même l'agentic AI, on va beaucoup plus loin avec les collaborations multi-agents. Donc, ça peut aller très, très, très rapidement. Et il faut avoir ces qualités-là pour que votre entreprise et vos people s'adaptent au mindset, au Gen AI mindset, en fait. Donc, voilà ce qu'il y a dans la partie lead qui est pour moi un pilier qui est très, très, très critique. L'autre pilier qui est le pilier ACT, hein, qui consiste à trouver le bon niveau entre l'IA générative responsable et l'innovation. Donc, généralement, on a tendance à dire que la sécurité réduit l'innovation. Mais en fait, si on arrive à mettre la sécurité comme guardrails dès le départ, on peut accélérer aussi l'innovation. Et donc là, pour les nouvelles technologies, la question se pose aussi. Hein. Par exemple, il est difficile de comprendre comment l'IA générative ou toute nouvelle technologie de façon générale peut impacter les métiers. Hein. Mais il est encore plus difficile de comprendre les impacts de deuxième ou de troisième ordre. Hein. Donc, là, ce focus-là, il est super critique aussi. Par exemple, à un moment donné, on a tous compris pourquoi le véhicule, donc la voiture de façon classique, était important. Donc, on a commencé à en créer, mais personne n'a anticipé les problèmes liés aux embouteillages, les excès de vitesse et les accidents qui peuvent arriver. Donc, très rapidement, on a commencé à réguler avec les choses comme le code de la route. Hein. Maintenant, tu fais le code de la route, sinon tu n'as pas ton permis.
Et c'est comme ça. Et ça s'applique exactement de la même façon sur l'IA générative. Donc, on a vu plusieurs entités qui se sont levées et qui ont commencé à réguler l'IA générative, ce qui est absolument bien et fondamental parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de challenges à tacler. Si vous n'avez pas de plan lié à la régulation de vos modèles en interne, vous devez construire ce plan. Pourquoi? Parce qu'il y a des challenges qui sont critiques à targeter. Donc, il y a le premier challenge qu'on connaît tous, c'est la partie hallucination. Donc, on doit s'assurer que les modèles répondent et disent vrai dans leurs réponses, en fait. Donc, c'est des choses qu'on a commencé à tacler depuis le début. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la capacité à mitiger le biais. Donc, je parlais de ça tout à l'heure, en essayant d'avoir des données qui sont à peu près égales. Et donc, il y a d'autres types de challenges aussi, par exemple les régulations locales avec lesquelles il faut marcher, hein, il faut se conformer. Comment mettre beaucoup plus de transparence et de responsabilité dans les outils qu'on met entre les mains de nos clients. Donc, on doit permettre à nos clients d'utiliser nos outils de façon safe. Et de la même façon, on doit permettre aux entreprises aussi de créer ces solutions en étant safe, en respectant la propriété intellectuelle et en étant prêt pour gérer les cas d'utilisation un peu frauduleuses de la GNI. Donc, dès le départ, chez AWS, on a créé donc là, cette notion de guardrails avec Amazon Bedrock qui permet de filtrer en fait les prompts qui sont harmful et les réponses qui sont hors de nos guidelines qui sont fournies par les modèles. Donc ça aussi, c'est super important. Donc la première recommandation, c'est construire votre programme d'IA responsable maintenant. Donc si vous ne l'avez pas, il faut construire cela maintenant. Mais n'utilisez pas cette raison pour dire que vous ne pouvez pas innover, hein, parce que l'IA générative n'est pas suffisamment cadrée, hein, ou pour vous permettre de ne pas accélérer assez rapidement dans ce domaine-là. Donc, on a 6 étapes pour créer donc une organisation qui utilise la GNI de façon responsable. Donc, vous pouvez prendre cette capture d'écran. Il y a un petit QR code que vous pouvez voir et qui vous donne vraiment la démarche, le détail de tout ce qu'il faut implémenter. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut être prêt à gérer le risque. Hein. On a vu des entreprises, enfin, on a défini plusieurs niveaux de risque, hein, du niveau 1 jusqu'au niveau 4. Hein, le niveau 1 qui est le risque le plus bas, jusqu'au niveau 4 où ce sont des risques qui sont inacceptables pour les entreprises. Donc, pour ce type de cas d'utilisation, on ne pense même pas à mettre de l'IA générative à l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas typiquement pour les risques de niveau 1 ou de niveau 2 ou de niveau 3, où on peut effectivement se prémunir et manager ce type de risque. Hein. Par exemple, je parlais d'Adidas, hein, le cas d'utilisation de génération des designs, c'est un cas d'utilisation qui a vraiment peu de risques, hein, puisque c'est le designer qui décide à la fin si le design est bien ou pas. S'il n'est pas bien, bah, il peut changer ou updater le prompt ou fine-tuner davantage le modèle. Alors qu'il y a d'autres types d'industries, par exemple l'industrie pharmaceutique qui crée en fait des vaccins, qui crée des médicaments, qui peuvent avoir des impacts dramatiques en fait sur les personnes. Et donc pour ces entreprises-là, réduire le taux de faux positifs est extrêmement important. Et elles ont donc utilisé l'IA générative pour créer de la donnée synthétique. Et lorsque vous créez cette donnée-là, vous êtes obligé d'avoir un humain pour vérifier que la donnée respecte bien un certain nombre de compliance pour être sûr qu'on est en ligne avec ce qu'on cherche à délivrer. Et donc, les entreprises ont fait un risk assessment. Donc, vous avez en ordonnée l'ensemble des use cases. Il y a un abscisse, hein, le type de risque. Et pour chaque type de risque, hein, on voit le résultat. Est-ce que c'est du niveau 1, niveau 2, niveau 3? Et donc, à la fin, on extrait des use cases sur lesquels on peut aisément commencer à construire et délivrer de la valeur. Et la troisième recommandation, c'est mettre en place des guardrails. Je ne le dirai pas assez, il faut mettre en place des guardrails. Et pour ça, il y a trois approches. On a l'approche, le human in the loop, c'est-à-dire pour les cas d'utilisation les plus risqués, on s'assure qu'il y a toujours un humain qui s'assure de vérifier en fait le résultat du modèle avant d'utiliser ces modèles-là. Ça, c'est pour les risques les plus élevés. Et pour les cas d'utilisation, il y a un peu moins de risques. On a la notion de human on the loop, c'est-à-dire l'humain intervient lorsque le modèle répond avec un certain niveau de confiance. Donc, le modèle peut dire à 75% ou à 70%,
de confiance. Et dans ce cas, si c'est en dessous du threshold, un humain peut intervenir et s'assurer que le résultat est correct. Et il y a des cas d'utilisation où l'humain est hors de la loupe. Par exemple, si vous faites des modèles de recommandation sur un site retail, par exemple. OK, si vous vous trompez sur une recommandation, c'est pas grave. Hein. À la fin, c'est le client qui décide d'acheter ou pas acheter. Donc, mettez en place ces trois types d'approches dans vos applications pour vous assurer que vous délivrez de la valeur et la valeur positive en fait à vos clients. Donc voilà la partie acte et la dernière étape c'est le go, c'est-à-dire l'accélération. Il y a ce qu'on a, on a l'habitude de dire, il y a plus qu'à. Donc il faut le faire, il faut le faire maintenant. Donc les 5 premiers piliers c'est la partie structure, organisation. Le dernier c'est comment effectivement développer et accélérer. Et on a l'habitude de voir en fait des CEO ou des CIO qui se posent la question de savoir quelle est leur stratégie d'IA générative. C'est une bonne question, mais nous pensons qu'une meilleure question est de dire en fait quelle est ma stratégie business et comment l'IA générative peut impacter la stratégie business. Et à partir de là, faire ce qu'on appelle le work backward de cette stratégie pour construire effectivement les cas d'utilisation et les délivrer en production. Pour le get going, donc ce que nous recommandons, il y a quelques étapes que je vais partager avec vous et terminer donc la présentation. C'est la transformation du mindset. Ça, j'en avais parlé. Il faut sortir des sentiers battus, être capable de sortir de son domaine de compétences et de voir les blind spots, savoir comment l'IA générative peut impacter en fait toutes les lines of business, comment ça peut transformer votre domaine, comment ça transforme déjà avec d'autres clients. Donc, changer ce mindset-là pour se mettre dans l'adaptabilité, la curiosité du continuous learning. La deuxième chose, c'est identifier les use cases. C'est super important. Il faut lancer peut-être des campagnes dans votre entreprise. On a vu des entreprises qui créent ce qu'on appelle, par exemple, des sites web internes. On a vu du Bright Ideas où des gens les employés peuvent venir poster leurs cas d'utilisation. Et donc, la GenAI CEO, il travaille sur ces cas d'utilisation-là, peut les prioriser. Il y a même certains qui créent une IA générative pour aller étudier ces use cases et les classifier et même extraire en fait des choses qui sont identiques ou des fondations qui sont communes à plusieurs types de cas d'utilisation et les construire en premier. Le troisième élément, j'ai aussi parlé de ça, c'est le potentiel business. Il ne faut pas se focaliser sur la faisabilité technique de la chose. Je pense qu'à un moment donné, c'est la question la plus simple qu'on peut résoudre. Mais le potentiel business est au centre de tout. Si vous faites un cas d'utilisation qui ne génère aucune valeur business, ça ne sert à rien. Personne ne va l'utiliser. Et vous aurez perdu de l'argent pour rien. Le troisième élément, c'est il faut chercher les quick wins, c'est-à-dire les cas d'utilisation qu'on peut très rapidement implémenter et qui peut générer de la valeur. Donc, on a des entreprises qui classifient généralement les cas d'utilisation en quick wins, des cas d'utilisation qui sont différenciants et d'autres qui transforment en fait l'entreprise. Donc, généralement, on commence par des quick wins parce que ça délivre de la valeur assez rapidement. Donc, cherchez ces quick wins qui sont faciles à implémenter, qui peuvent délivrer de la valeur rapidement. L'autre élément, c'est qu'il faut pas réinventer la roue. Quelle que soit la technologie, la plus grande technologie au monde, elle va changer dans le temps. Donc, comme je disais, il y a 1 an et demi, on parlait de l'IA, des LLM, maintenant on parle de l'agentic AI. Donc, il faut vraiment se focaliser sur comment très rapidement identifier ce qu'on a envie de faire, très rapidement tester ces cas d'utilisation, très rapidement noter la valeur, créer les business cases et préparer ces cas d'utilisation pour la production. C'est simple, ça sert à rien de faire les plans sur la comète. C'est ces mêmes étapes qu'on a toujours eu à faire pour le développement des applications qu'on peut appliquer là aussi. Et enfin, le trust. Le trust, c'est super, super critique. Donc, si vous faites les applications qui utilisent de l'AIML et de l'IA générative, assurez-vous que vous ne perdez pas la confiance de vos utilisateurs et de vos employés aussi. Parce que si vous perdez la confiance, il va falloir ramer en fait pour reprendre du poil de la bête. Les clients accordent leur confiance, mais très rapidement peuvent décider de changer d'avis. Donc, il faut toujours être au rendez-vous pour le client, toujours mettre le client au centre et continuer de gagner la confiance de ces clients-là. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
hein. Donc, 6 étapes. Les aspects structurels, learn, build, establish, lead, act, et enfin, prendre tout ça, les mettre en musique et commencer à délivrer les cas d'utilisation. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la session. Je vous laisse avec 2 ou 3 questions, hein. Posez-vous la question aujourd'hui, comment, avec l'IA générative, vous pouvez transformer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos clients? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même, pour vos collègues? Et enfin, c'est peut-être la première étape, hein, en fonction de ce que vous targetez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Donc, posez-vous cette question, identifiez ce que vous pouvez faire et commencez à le faire. Merci. Je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Assané? Assané, tu es peut-être sur mute. Alors, je vois les questions. Comment garantir que l'IA générative respecte nos politiques de sécurité, de conformité et de souveraineté? Donc c'est ce que je disais aussi. Donc, il y a la notion de guardrails qu'il faut mettre en place, hein. Les guardrails, en fait, permettent de définir ce qu'on a envie en termes de compliance dans notre entreprise, ce qu'on n'a pas envie de voir comme type de question ou type de réponse dans nos modèles, hein, et les implémenter dans la plateforme pour que ça s'applique à l'ensemble des use cases et à l'échelle. On peut avoir aussi des programmes d'IA responsables, hein, qu'il faut monter, qu'il faut développer au sein de vos entreprises, qui vont accompagner les use cases, qui vont cadrer les use cases, qui vont faire en sorte que ces cas d'utilisation soient conformes aux exigences de l'entreprise. Et pour la partie RGPD, bien évidemment, puisque lorsque vous développez vos applications, vous pouvez effectivement soit conserver les conversations que vous avez avec les clients pour leur permettre d'avoir accès à leurs sessions, mais bien évidemment leur permettre aussi d'avoir le droit à l'oubli. S'ils ne veulent plus avoir cela, ils doivent être capables de supprimer. Donc, ce sont des choses que vous pouvez aussi implémenter dès le départ. On a vu des entreprises qui fixent une durée limite d'utilisation en fait des données. Donc, au bout de cette durée-là, ces données sont automatiquement supprimées pour s'assurer qu'on est conforme par rapport à la RGPD. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette partie-là. Oui, merci beaucoup, Mohamedou. Je pense que c'est la seule question qu'on a eue. Merci beaucoup pour cette super présentation. C'est bien, très instructif. Et merci à tous les participants d'avoir assisté à la session. Ciao, merci à vous.